Il est 9h10, c'est le débat du jour avec Louis Dauphren. Louis, de quoi parlerons-nous ce matin ? Eh bien écoutez, déjà des premiers pas du gouvernement Barnier après le Conseil des ministres express hier. Qu'attendons-nous de ce gouvernement ? C'est une question assez ouverte, très large, mais qui répond finalement à l'angoisse des Français exprimée depuis déjà plusieurs semaines puisqu'il a été très longtemps attendu. Sachant que la cote de popularité de Michel Barnier et d'Emmanuel Macron est, nous dit certains sondages, nous dit un sondage, est au plus bas. Donc on verra s'il y a une possibilité de remonter la pente. Et puis on parlera aussi des Français de papier. Y a-t-il des Français de papier ? Certains s'insurgent pour dire non, il n'y en a pas. C'est l'échange entre Prisca Thévenot et Bruno Retailleau. On verra si autour de l'immigration, il y a un grand enjeu. Enfin, qu'attendez-vous de la visite du pape en Belgique, périphérie du christianisme, avec un point d'interrogation ? Eh bien, on en parle de tout ça ce matin. Et d'ailleurs, dites-nous par mail dès à présent ce que vous pensez de cette méthode Barnier. Croyez-vous à la méthode Barnier ? Dites-le nous par mail direct @radionotre-dame.com. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Clotilde Brossolet. Bonjour. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. Éditrice et essayiste, vous venez un peu plus tard là ce matin. Ah oui, j'aime bien, j'ai droit à une grasse matinée ce matin. Et bonjour Timothée Droglaudre. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour Louis. Journaliste indépendant, merci tous les deux d'être présents ce matin. C'est le débat du jour. Si on écoute Maude Bréjon, qui donc est porte-parole du gouvernement de Michel Barnier, eh bien, elle a reconnu qu'elle s'attelait à une mission périlleuse. Elle l'a dit ce matin dans un gouvernement large qui réunit des ministres de la droite dite la plus dure, des macronistes modérés. Alors, la mission est-elle périlleuse ? On va poser la question à Clotilde Brossolet et Timothée Droglaudre. Clotilde. Oui, la mission est périlleuse, on l'a, je pense, dit plusieurs fois et nombreux l'ont dit à ce micro. Moi, ce que je trouve intéressant pour commencer, c'est un peu ce qu'on appellerait la méthode Barnier qui demande à être affinée. Mais je trouve que dans cette vie politique qui est devenue extrêmement violente, tendue, crispée, finalement, une personnalité comme Michel Barnier pourrait, je l'espère, apporter un peu d'apaisement. Et je trouve qu'il y a déjà des petits signes qui sont plutôt, qui vont dans cette direction. Le fait qu'il reçoive vite les partenaires sociaux et avant même sa déclaration de politique générale, puisqu'elle aura lieu en début de semaine prochaine et il les reçoit vendredi. Je trouve que c'est déjà intéressant. Et même sur la question de la réforme des retraites, quand il dit qu'elle peut être améliorée, mais avec les syndicats, sur la question de la pénibilité et des mères de famille. Voilà, moi j'ai un peu d'espérance. Je ne sais pas sur les mesures qui vont être prises, mais au moins pour que nous puissions retrouver une vie politique un minimum apaisée et avec peut-être un peu plus de débat que de conflit. Timothée Droglaudre. Moi, j'ai peut-être pas autant d'espoir que Clotilde sur la vie politique dans les prochains mois. J'ai parlé de la méthode. Mais disons que je partage le constat d'une recherche d'apaisement. Et il y a très peu de têtes d'affiche dans ce gouvernement, en fait, à part quelques-uns. Donc, je pense qu'il y a une volonté de discrétion. Je ne sais pas si ça fait du bien, mais en tout cas, je pense qu'il y a la recherche d'une nouvelle culture politique qui serait un petit peu en rupture avec une certaine arrogance qu'il peut y avoir dans la Macronie. Donc faire un peu moins de vagues. Voilà, je pense que c'est vraiment le but recherché par Michel Barnier sur la forme. Après, sur le fond, pour l'instant, on a un petit peu du mal à voir quel programme se présente en fait. Donc il y a à la fois la recherche d'une rigueur budgétaire. Enfin, ça a été dit assez clairement. Et en même temps, ces espèces de mains tendues à la gauche qui sont encore très floues. Donc voilà, Michel Barnier a parlé de gouvernement progressiste. Emmanuel Macron a appelé à rester en dialogue avec ceux qui ont des voix, exprimer des voix divergentes. Donc en fait, les électeurs de gauche. Mais comment on fait une politique plus sociale en coupant vraiment le robinet. Donc voilà, Michel Barnier a parlé de taxer les plus riches et les grandes entreprises, qui est une idée portée par la gauche depuis des années. Donc pour l'instant, j'y crois pas trop, mais on verra début octobre avec la présentation du budget. Le MEDEF a dit qu'il était prêt à discuter sous condition d'une hausse d'impôts des entreprises. Mm-hmm. Donc c'est déjà peut-être un signe, je sais pas si c'est un signe d'apaisement, mais en tout cas un signe de dialogue. Sous quelles conditions ? Exactement. Je pense que la difficulté va être que la plupart des ministères importants restent des ministères macronistes avec des personnalités liées personnellement à Emmanuel Macron. Donc, à la fois dans la méthode, est-ce que quand Michel Barnier appelle à la modestie, à agir avant de communiquer et pas communiquer en permanence, est-ce que ces hommes et ces femmes-là vont être capables, ces ministres-là, de rompre avec une pratique de la politique qui, je pense, a été profondément délétère, mais aussi dans le fond, est-ce qu'ils sont des chiens de garde pour préserver une politique qui
qui était peut-être pas si libéral que ça finalement, qui partait dans tous les sens à mon avis jusque-là. Je dirais néolibéral. Oui, et oui, mais en même temps pas ultra libéral sur certains aspects. C'est différent. Il y a quand même une inflation gestionnaire, de la contrainte, le libéralisme auquel j'adhère pas totalement, un peu plus quand même que mon voisin de table. C'est quand même, on a une inflation des normes sur le dernier mandat. Le dernier gouvernement, ce qui est l'inverse du libéralisme. Donc, moi, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. C'est peut-être le stade ultime du libéralisme de devenir à la fois, on va dire, quasi liberticide et ultra gestionnaire. C'est peut-être ça, mais c'est un autre sujet. Je dirais qu'en fait, je pense que ce gouvernement qui mélange donc la Macronie et les tendances conservatrices de la droite, peut-être, moi je dirais peut-être un petit peu autoritaire, un peu sécuritaire, c'est peut-être ce vers quoi justement évolue le néolibéralisme, c'est-à-dire un État de plus en plus fort et de plus en plus dur au service d'un marché de plus en plus dérégulé et de moins en moins protecteur. Et c'est là où je ne me retrouve pas avec Timothée, c'est que je ne crois pas que l'État soit aujourd'hui très fort, je crois qu'il est obèse dans sa prétention à gérer et d'un autre côté, il en est incapable. Sur la question sécuritaire, je pense quand même que les résultats du Front National montrent que certains vont penser que c'est un sentiment. Moi, je pense que c'est quand même assez réel, qu'il y a un besoin de sécurité. Et en fait, j'ai l'impression que l'attente des Français, alors les sondages ne le montrent pas aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, c'est qu'il y a un besoin de tranquillité, à la fois dans la gestion des affaires politiques, mais aussi dans la vie quotidienne. C'est pas qu'une question de sécurité, c'est que c'est une question de tranquillité. C'est une manière les Français aspirent à retrouver une forme de civilité, de capacité à vivre ensemble, que les gens jettent pas leurs déchets par terre. C'est pas qu'une question de délinquance, vous voyez. Ouais, Et je me dis que finalement, oui, j'espère que certaines personnalités de droite ont un peu ça quand même en tête. Moi, je suis plus optimiste que Timothée, c'est normal. Mes attaches politiques ne sont pas les mêmes. Et ce que j'aimerais bien déjà, c'est qu'on arrête le sociétal. On ne revient pas en arrière, c'est très bien. Je crois que pareil là-dessus, même si moi, il y a des lois qui ont été votées et contre lesquelles j'ai lutté. Qu'on arrête le sociétal et qu'on se préoccupe réellement de la situation des Français. Sur la question de la politique sociale, je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une période de fermeture, au moins de restriction un peu de l'argent, de ces flux continus. Il y a une véritable question budgétaire et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Je ne crois pas que ce soit à fond permanent, ouvert. Et il y a un moment, il faut revenir peut-être à une meilleure gestion en bon père de famille. Alors, plusieurs éléments quand même, Clotilde, que vous mettez en discussion. Oui, pardon. Est-ce que Timothée souscrit à ces attentes exprimées par Clotilde? Partiellement, mais je dirais que sur la question budgétaire, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que tous les gouvernements de droite ou centristes qu'on a eus n'ont pas du tout pratiqué cette rigueur budgétaire qu'ils appellent en permanence. Et donc, on voit bien que sous les quinquennats d'Emmanuel Macron, surtout pendant la crise du Covid-19, il y a eu énormément d'argent dépensé pour sauver les entreprises. C'était plutôt à destination des entreprises en grande majorité. Qui maintenant ont du mal et du coup, il y en a qui sont en faillite. Oui, alors, qu'elles peuvent pas rembourser. Alors après, quand on dit les entreprises, il faut toujours un petit peu rentrer dans le détail et voir de quoi on parle. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une espèce d'accusation perpétuelle envers les partis de gauche de ne pas financer ces programmes, etc. Et le nouveau Front Populaire avait été très rigoureux sur la question du financement des mesures qu'il proposait. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas tellement de déni à avoir. Il n'y a pas tellement il y a pas de question de déni sur il faut ouvrir les robinets, il faut dépenser à tout va. C'est pas tellement la question, c'est plutôt où est-ce qu'on fait des économies et où est-ce qu'on va chercher des recettes. Mais là-dessus, je pense qu'on va se rejoindre parce que je suis pas contre une politique sociale, au contraire. Clotilde Brossolet et Timothée de Roglaude, ça va quand même assez loin, en tout cas dans les mots. Quand le nouveau ministre de la fonction publique et de la simplification, Guillaume Kasbarian, dit « Il faut débureaucratiser à tous les étages. Nous devons libérer les Français du poids des démarches administratives et donc débureaucratiser à tous les étages. » C'est quand même fort comme phrase. Débureaucratiser, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes, alors j'ai plus les chiffres en tête, un des pays européens qui a le plus de fonctionnaires par Français. Voilà. Et aujourd'hui, je crois quand même que les résultats ne sont pas bons. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans l'éducation nationale. Il y a un personnel administratif, mais on le retrouve aussi dans les hôpitaux.
ultra important, mais ce qui n'empêche pas ceux qui sont sur le terrain, les médecins, de se retrouver à faire du travail administratif. La plupart des médecins et infirmières vous le disent, je passe ma vie à faire de l'administratif. Donc je crois que justement, alors c'est un peu une conversation de café du commerce parce qu'il faudrait rentrer en détail dans chacun des services publics, ce que nous n'avons pas le temps de faire et ce sur lequel, je l'avoue, je ne suis pas profondément compétente, mais je crois quand même que Enfin, moi, j'ai été enseignante, j'avais un nombre de papiers, et j'ai arrêté il y a 12 ans, un nombre de papiers à faire en permanence, de justifications pédagogiques. Et en fait, je passais ma vie à remplir des papiers, quoi, en dehors de mon temps devant les élèves. Et je crois que dans les hôpitaux, il y a aussi ces questions-là. Donc, oui, je pense quand même que nous avons, pour l'efficacité telle qu'elle est aujourd'hui, trop de fonctionnaires. Ça ne nous empêche pas de payer des sommes folles et des fortunes à des cabinets de conseil pour se faire conseiller. Donc, il y a bien il y a quelque chose à faire. Donc là, il y a un problème. On paye trop dans le privé et puis le public coûte cher. Le public coûte cher. Je pense quand même que, et je l'entends de plus en plus, que les rapports de la Cour des comptes sont particulièrement pertinents pour pointer du doigt les lieux où l'argent est gaspillé. Et il serait peut-être bon d'avoir un véritable audit des finances publiques à partir de ces rapports de la Cour des comptes. Je pense qu'on irait plus clair. Mais alors moi, j'avoue, je patauge. Je pense que je suis comme l'auditeur qui nous écoute. Bah, moi, je suis comme toi. Je ne suis pas plus spécialiste des services publics, mais j'ai un peu du mal avec ce discours de vouloir tailler dans le nombre de fonctionnaires, etc. Parce qu'en fait, quand l'État lève des impôts, c'est pour financer des services publics. Et pour faire tourner les services publics, il faut des fonctionnaires. Alors après, peut-être qu'à certains endroits, il y en a trop et d'autres pas assez. Ça, honnêtement, je suis comme toi, je ne saurais pas dire. Après, sur le fond, sur la question de la critique de la bureaucratie, je dirais qu'il y a deux formes de critique de la bureaucratie. Il y a une critique qui vient plutôt de l'anarchisme et qui consiste à montrer qu'il y a une espèce de poids écrasant de l'État et qui laisse pas forcément la possibilité aux personnes de s'émanciper, d'avoir une vie épanouie, etc. Donc ça, je pense que ça existe, mais ça existe même autant dans l'État que dans certaines entreprises. En fait, on ne parle pas assez de la bureaucratie du privé. Et puis je dirais qu'il y a une forme plus libérale, plus néolibérale, donc portée par le ministre Kasbarian, de la bureaucratie qui, pour moi, cache surtout une volonté d'affaiblir le pouvoir de l'État et finalement de livrer les citoyens au pouvoir des marchés, des entreprises, etc. Donc c'est plutôt ça, si on doit décrypter ce qu'il dit, selon vous. Pour moi, c'est évidemment cette deuxième forme de critique de la bureaucratie. Je ne pense pas que M. Kasbarian ait un fond anarchiste. Aujourd'hui, je me sens quand même pas particulièrement, malgré la force de l'État, entre guillemets, particulièrement préservé des forces du marché. Enfin, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que l'État ne joue pas son rôle et qu'il aurait besoin d'être centré au moins sur ses mystères régaliens. Mais ça, c'est quand même étonnant de se dire, finalement, il y a quand même beaucoup d'impôts, beaucoup de prélèvements et on renacle à augmenter les impôts. Et les gens, alors peut-être est-ce juste une perception, ont à l'égard de leurs services publics des attentes qu'ils estiment absolument pas honorées par des services publics qui continuent de se dégrader. Donc il y a quand même un hiatus entre le niveau de prélèvement et le niveau de service. Oui, alors moi j'ai longtemps pensé ça et on en avait parlé à ce micro, c'est que en fait en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des choix politiques qui avaient été faits. Alors je mets la question du Covid entre parenthèses, parce que je ne sais pas si la question les choix qui ont été faits étaient bons ou pas. Mais bien en amont du Covid, en fait, nos hommes politiques ont joué sur la dette en se disant les taux d'intérêt vont rester faibles et donc on peut continuer à creuser ce déficit et à continuer à finalement à jouer avec la dette. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas eu l'idée que les taux d'intérêt pouvaient augmenter. Et donc, le poids de la dette est aujourd'hui devenu difficile. Alors, il semblerait que les taux d'intérêt soient en train de baisser, mais il y a aussi là une véritable responsabilité avec des hommes politiques qui ont fait des choix totalement inconscients, à mon avis. Alors, il semblerait qu'ils aient été aussi conseillés dans ce sens-là, mais enfin, c'est quand même eux qui ont une responsabilité à assumer, et j'aimerais bien qu'on les entende aujourd'hui nous dire, voilà, nous avons sous-estimé le poids que la dette allait avoir dans les années à venir. Et déjà, voilà. Donc on arrête de jouer là-dessus. Et puis, ça a empêché, en fait, ce poids de la dette n'a pas permis de penser à des investissements productifs, mais ça nous a, en fait, conduit à financiariser la dette. Donc je crois qu'en fait, il y a besoin aussi de remettre à distance la dette et les marchés, et en arrêtant de jouer sur les taux d'intérêt. Je parlais d'un sondage tout à l'heure. Les deux têtes de l'exécutif, donc Emmanuel Macron et Michel Barnier,
battent des records d'impopularité. Seulement 25% d'opinion favorable pour le premier et 39% pour le second. 25%, c'est le record, un record d'impopularité en 7 ans pour Emmanuel Macron, selon ce sondage Odoxa, publié aujourd'hui. Et 39% pour un Premier ministre, donc estime que c'est un bon Premier ministre. C'est un résultat inférieur à ceux recueillis par ses 4 prédécesseurs à leur arrivée à Matignon. Donc on est vraiment au plancher de la popularité pour l'exécutif. Ouais, Timothée moi, je me méfie un peu de ce genre de sondage, surtout en ce qui concerne Michel Barnier qui est en poste depuis 19 jours, donc je vois pas trop sur quoi étonnant, quand même, les Français peuvent juger. C'est aussi qu'il n'est pas très connu, c'est quelqu'un qui n'est pas populaire au sens connu du grand public. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron... Il est trop lisse pour vous, Michel Barnier, trop... Je sais pas, je pense que pour moi la question c'est le fond, c'est pas tant la forme. En disant qu'il a un programme dans lequel je me reconnais pas sur à peu près tous les points, mais ça c'est un autre sujet. Donc il a un programme. En tout cas les orientations qu'il laisse présager pour l'instant, à part quelques mains tendues vers la gauche comme je le disais, mais j'attends de voir de quoi on parle exactement. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, je pense que c'est un peu plus fondé, qu'il y a une espèce de lassitude. Alors on aurait pu se dire qu'avec les JO, il récolterait un petit peu les dividendes de la liesse populaire, etc. Et il y a pas, bien optimiste. Y a pas de... je suis pas un grand fan des JO par ailleurs, mais bon, je vais me faire d'amis. Non, je pense que surtout les Français ont été un peu sidérés de voir toute la séquence de la dissolution, où on a eu l'impression qu'une espèce de monarque républicain mettait un peu le chaos dans l'espace politique et dans la société. Pour on ne sait pas trop quel intérêt, peut-être couper l'herbe sous le pied de ses successeurs, peut-être essayer de mettre le Rassemblement national au gouvernement pour montrer qu'il était incompétent, etc. Donc, en tout cas, quel qu'ait été son objectif, ça a complètement capoté. Et voilà, donc on a l'impression d'un président qui continue sur cette arrogance tout en prêchant l'humilité et qui a rendu finalement le pays plus ingouvernable qu'il ne l'était. Et en fait, dans le fond, c'est cette promesse de dégager le vieux monde, c'est complètement retourné contre lui, puisque finalement le PS est un peu revenu, avec le nouveau Front Populaire, c'est quand même les groupes LFI et PS sont quasiment équivalents à l'Assemblée nationale, et on a un Premier ministre issu des Républicains et la moitié du gouvernement issu des Républicains. Donc, on a un résultat inverse à celui des urnes, en fait. Par rapport à 2017, ça s'est complètement retourné contre lui. Résultat inverse à celui des urnes, c'est ça qui explique Emmanuel Macron récolte les fruits de ces deux mandats, et cette promesse de modernité complètement illusoire. Je pense qu'en plus, dans le week-end, il a donné encore la preuve qu'il mettait des bâtons dans les roues à un gouvernement auquel il appelait. Donc, on a bien vu la menace que Michel Barnier avait préparée de démissionner si Emmanuel Macron n'avançait pas. En revanche, quant à Michel Barnier, je pense que la question des Français, c'est la question de la légitimité. Ce qu'on dit, c'est qu'il représente des partis qui sont plutôt en défaite. Qui a fait 5%. Qui ont fait 5%. Et dans ce cas-là, le RN serait au gouvernement si on s'appuyait sur les résultats chiffrés en pourcentage. Donc je pense qu'en fait, les Français attendent ce que va faire Michel Barnier. Eh bien, n'attendez pas, restez bien à l'écoute de ce débat du jour. Dans 1 minute après le retour de l'information, on parlera des Français de papier, expression de Bruno Retailleau qui a fait réagir Prisca Thévenot lors de la cérémonie de passation de pouvoir. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. De réforme en réforme, les parents s'interrogent, voire s'affolent. Est-ce à l'école d'enseigner l'éducation sexuelle? Réponse ce mardi dans cette émission En quête de sens à 17h. Petit Futé, plein d'idées pour vos prochaines vacances en France. Balade à vélo, en moto, en camping-car. Découvrez nos parcours uniques et téléchargez le fichier GPX. Balade gourmande, hébergement insolite, séjour nature, les guides du Petit Futé vous feront redécouvrir la France. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager. Savez-vous que vous pouvez aider RCF tout au long de l'année grâce au prélèvement automatique? En donnant mensuellement ou trimestriellement à votre radio, vous lui offrez les moyens de se développer. Un don régulier suivant vos moyens que vous pouvez stopper quand vous le souhaitez est déductible à 66% de vos impôts. Pour plus de renseignements ou faire un don dès à présent, rendez-vous sur don.rcf.fr.
Vous écoutez RCF dans la Loire, à Roanne sur le 88.3, à Saint-Étienne sur le 94.7, à Montbrison sur le 102.1 et où vous le souhaitez avec l'application RCF. Il est 9h30, le retour de l'information, c'est avec Suzanne Marion. Au Liban, la journée d'hier a été la plus meurtrière depuis un an. Selon les derniers bilans des autorités, près de 500 personnes, dont 35 enfants, sont morts sous les frappes israéliennes. Ces bombardements ont aussi provoqué un exode massif. De nombreux Libanais ont pris la route pour fuir le sud du pays. Les bombardements sont poursuivis après le coucher du soleil. Israël indique ce matin avoir frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans le sud Liban cette nuit. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, veut que la loi sur la fin de vie soit réexaminée avant la fin de l'année dans l'hémicycle. Le député Olivier Falorni vient de déposer une proposition de loi signée par 166 députés qui reprend très largement le contenu initial du texte, mais plusieurs membres du gouvernement issus de LR se sont montrés fermement opposés au texte. Bruno Retailleau va porter plainte contre le député LFI Raphaël Arnaud. Le ministre de l'Intérieur lui reproche un post sur X dans lequel il pointe, je cite, « l'assassinat de Canaques par des forces policières françaises ». Bruno Retailleau prévient que toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos des policiers le trouveront sur leur route. En Martinique, le couvre-feu partiel est prolongé jusqu'à jeudi. La préfecture l'étend au quartier populaire de Sainte-Thérèse à Fort-de-France, qui est devenu l'épicentre des violences urbaines. Le couvre-feu partiel est en place depuis mercredi pour faire face aux violences qui ont explosé dans le cadre du mouvement de protestation contre la vie chère. En Guadeloupe, un couvre-feu vient aussi d'être instauré. Il ne concerne que les mineurs dans certains quartiers. Ils ont désormais l'interdiction de circuler sans être accompagnés entre 22h et 5h du matin. Le préfet espère ramener l'ordre sur l'île et limiter la délinquance des mineurs, alors que des violences urbaines explosent depuis la semaine dernière. Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur du top 14 et meilleur bleu de la saison lors de la nuit du rugby. Et ce n'est pas la première fois pour le rugbyman du Stade Toulousain. Il a déjà remporté cette double récompense en 2021 et en 2023. Merci beaucoup Suzanne Marion, on vous retrouve à 10h pour un nouveau rappel des titres. Et c'est le débat du jour qui continue. Louis Dauphren, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, d'immigration à présent. Il n'y a pas de Français de papier, mais des Français tout court. Lors de la passation de pouvoir entre ministres, eh bien, c'est Prisca Thévenot qui s'en est pris, à Bruno Retailleau. Alors, Bruno Retailleau, donc ministre qui remplace Gérald Darmanin à l'intérieur. Et donc tous les regards sont un petit peu braqués sur lui pour savoir ce qu'il va advenir de la politique migratoire. Pas sûr qu'il a un discours vraiment différent de Gérald Darmanin, mais on va voir. Pour l'instant, en tout cas, il est quelque peu épinglé, en particulier sur le tweet qu'il avait publié en juillet 2022, où il s'offusquait lui-même de l'expression « français de papier ». Il y a des citoyens français qui ont demandé leur naturalisation et qui disent « nique la France » tout en touchant des allocations. Et ils trouvaient ça donc inqualifiable. Et donc Prisca Thévenot lui a répondu en disant « bah non, il n'y a pas de Français de papier, ça n'existe pas ». Puis on a pu voir dans les infos que les piques continuaient, là cette fois entre Raphaël Arnaud et le ministre de l'Intérieur. Qu'en pensez-vous ? Et pensez-vous qu'il y a des Français de papier ? Dites-le nous aussi par mail. Voilà, exactement, direct à @radionotre-dame.com et nos bretteurs aussi en parlent. Timothée de Reglaude. Oui, alors moi je trouve que, alors, au-delà de la question des petites phrases qui est la chose qui m'agace le plus dans la vie politique, c'est je pense qu'il y a une question de fond qui est que à travers cette expression, Bruno Retailleau incarne la porosité croissante ces dernières années entre la droite conservatrice classique et l'extrême droite. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'expression « français de papier », elle a une origine historique, elle ne sort pas de nulle part, et elle est apparue à la fin du 19e siècle dans les milieux nationalistes, en visant notamment les juifs naturalisés français récemment. Donc c'était tous les milieux d'action française, etc. Par le décret Crémieux. Voilà, et donc Charles Maurras en particulier, qui vous savez, avait cette expression d'État confédéré, donc les juifs, les protestants, les francs-maçons et les métèques, qui gouverneraient la France en secret, parlait de Français de papier timbré. Ensuite, voilà, l'expression a disparu pendant quelques décennies. Elle a été réactivée par le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, c'était juste un petit rappel historique pour qu'on ait bien en tête d'où vient cette expression. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est absolument pas nouvelle. Et la nouveauté, c'est qu'elle est utilisée donc, par la droite classique. Donc, pour rappeler le contexte, c'était Valérie Pécresse qui l'avait utilisée
en 2022 et Bruno Retailleau en fait était en train de la soutenir face aux critiques. Donc voilà, Bruno Retailleau, c'est aussi quelqu'un qui a commencé sa carrière politique à l'extrême droite. C'est le fils spirituel de Philippe de Villiers et il a commencé au Mouvement pour la France. Donc, voilà, Donc pour vous, c'est un appel du pied en fait. Alors, je ne sais pas si c'est un appel du pied parce que là, en fait, on parle d'un tweet de 2022 qui ressurgit maintenant et qui est réactivé par les gens qui le critiquent. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à commenter la petite phrase, d'autant plus qu'elle n'est pas actuellement récente dans la séquence politique. Par contre, pour moi, la question que ça pose, c'est la question fondamentale qu'il y a derrière, c'est la conception philosophique qu'on a de la nation. Et donc, pour schématiser un petit peu, il y a deux conceptions qui se sont affrontées au 19e siècle. La conception ethnique, qui était plutôt allemande, qui consistait à dire que être national, c'est avoir une certaine ascendance, une langue commune, une culture commune, etc. Et la conception civique, plutôt française, qui repose plutôt sur une volonté d'être ensemble. Et donc c'était la fameuse formule d'Ernest Renan, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Et donc ça recoupe un petit peu les débats qu'il y a de plus en plus, cette musique qu'on entend de plus en plus ces dernières années sur voilà, est-ce que le droit du sol finalement c'est pas une espèce de pompe à je sais pas quoi et une espèce de porte ouverte au grand remplacement. Enfin voilà, je reprends un petit peu des expressions qui peuvent ressortir, et donc à l'éclatement de la nation avec des guillemets. Et donc moi ce que je crains derrière, c'est cet effacement du droit du sol. Qui, je rappelle, est une invention française, puisque ça remonte quand même à 1515, la première fois que le Parlement de Paris avait élargi la possibilité de toucher l'héritage aux Français, aux personnes nées sur le sol français de parents étrangers. Voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup sur le fond. Clotilde Brossolet. Oui, alors déjà la question de la petite phrase. Alors franchement, Prisca Thévenot, la mauvaise joueuse qui doit passer son bâton de parole à une nouvelle porte-parole et qui ne peut pas s'empêcher de tacler un nouveau ministre en prenant un tweet de 2022. Enfin, on en est quand même... Gérald Darmanin qui essaye de poursuivre la séquence en disant qu'il aurait pu s'appeler Moussa Darmanin et que s'il avait été Moussa Darmanin, il n'aurait jamais été ministre, alors que derrière lui, il y a un ministre issu de l'immigration qui porte un prénom de ses origines. Donc franchement, pitoyable et minable comme attitude. Alors moi, je suis moins inquiète que sur l'expression que Timothée, parce que je pense que l'expression revient sur le devant de la scène par Valérie Pécresse. Et je pense bien que Valérie Pécresse, le décret Crémieux, elle ne voit pas du tout de quoi on parle. De quoi nous parlons, soyons honnêtes. Après, oui, ce terme est chargé, il est certainement vous êtes maladroit. Dur avec Valérie Pécresse, quand même. Oui, bah, je l'assume. Voilà. Non, mais elle n'est pas ignorante. Pas ignorante, mais je pense que quand elle dit ça, elle ne fait pas référence à toute cette histoire. Et surtout, Valérie Pécresse ne s'inscrit pas vraiment dans la continuité de Charles Maurras. C'est d'autant plus inquiétant qu'elle en parle sans savoir. Mais sans si l'expression est maladroite, je pense que justement, l'expression, elle ne fait pas référence à la conception ethnique de la nation, mais bien à la conception civique. C'est-à-dire qu'il y a sur le sol français aujourd'hui des gens, des populations qui disposent de la nationalité française, mais qui n'en ont rien à faire de cette nationalité, qui n'adhèrent pas au pacte civique. Et que la conception de Renan de la nation, qui est de dire que je suis français parce que je veux l'être et que j'y adhère, ça, eh ben, il y a une partie de la population française qui n'y adhère plus. Que le Front National pointe du doigt ces choses-là. Très bien. Mais c'est pas parce que si c'est vrai, je ne vois pas pourquoi d'autres partis politiques ne devraient pas s'emparer du sujet. Il n'y a pas une chasse gardée des sujets du Front National. Je pense que c'est justement ça qui fait monter le Front National. C'est si nous n'osons pas aborder les sujets frontalement, évidemment le Front National les prend en disant « Regardez, il y a de l'aveuglement et je suis le seul à en parler ». Un chiffre que j'ai retrouvé hier, 45% des Français musulmans de moins de 25 ans, ils sont 24% de plus de 45 ans. Donc un quart des Français musulmans qui ont plus de 45 ans. Donc qui ont la nationalité. Et qui ont la nationalité, pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, et ce n'est pas des gens qui viennent de recevoir la nationalité, pour la plupart c'est la 2e ou 3e génération, nous ne pouvons pas nier le problème. Alors là, je parle des musulmans, mais ça ne concerne pas que les musulmans. La question musulmane est importante, mais pas que. Mais il y a 45% des jeunes de moins de 25 ans, français, qui disent que leur religion est pas... Il n'y a pas conflit, parfois, comme moi en tant que catholique, la loi de la République, la loi, on va dire ma foi, ne sont pas toujours en cohérence. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est incompatible. Parce que moi, j'ai jamais imaginé
On ne parle pas des valeurs de la République, on parle des valeurs de la société française. Mais ça veut dire quoi pour toi, les valeurs de la société française? Parce que c'est je quand vais même être une très formule claire. assez floue quand même, non? Les valeurs de la société française, c'est déjà la laïcité, alors liberté, égalité, fraternité, mais qui sont des mots devenus un peu valises, mais une certaine conception de la laïcité et de l'espace public, et du rapport entre le religieux et, et la sphère publique, l'égalité homme-femme. Alors là, je suis profondément attachée à ça. Et on va dire une capacité à partager un héritage, une culture commune, une langue commune, une manière d'être en commun. Je donne l'exemple du vêtement. Le vêtement est un outil de civilité. Par le vêtement, j'entre en relation avec les autres parce que je dis d'une certaine manière qui je suis. Ce n'est pas anodin. Il y a quelques semaines, j'habite Nanterre, les auditeurs le savent, j'étais au Medipôle de Nanterre avec ma fille et au bout d'un moment, ma fille me regarde et elle me dit « Maman, ils sont tous habillés comme des salafistes. » Et à quelques exceptions près, tous les hommes étaient habillés comme ces jeunes qui, aujourd'hui, se revendiquent d'un islam radical. Et et ça ne dérange personne dans l'espace public. Ces gens-là, ça ne les dérange pas dans l'espace public, habillés avec un vêtement qui signifie une forme de rupture avec la société française. Oui, et donc ça, je pense qu'il y a un sujet. Donc, français de papier ou pas français de papier, c'est finalement pas tant le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que ces gens qui sont là, qui sont français, dont les parents étaient français, dont les grands-parents sont arrivés pour la plupart, retrouvent avec le reste des habitants de ce pays une capacité à vivre ensemble. Alors, moi, je te posais la question sur les valeurs de la société française, parce que quand cet institut de sondage pose cette question-là, on ne dit pas ce qu'il y a derrière. Donc toi, c'est ce que tu mets. Une autre personne mettra peut-être autre chose. Donc, je me demande en fait ce que ça peut nous dire, ce genre de sondage, à part essayer de montrer qu'il y a une espèce de séparatisme et que la moitié des Français musulmans sont des séparatistes ou je sais pas quoi. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière. Tu vois, tu parles de la laïcité. Il y a différentes conceptions de la laïcité. On voit bien que depuis 25 ans, il y a eu un élargissement. Il y a des choses qui changent par rapport à l'héritage de 1905, etc. C'est un autre débat. Mais en fait, sur le fond, je pense que le problème de cette expression... de jeunes ou ces 25% d'adultes, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de sujet, en fait. C'est une position claire et nette. Mais t'en sais rien. En fait, le propre des instituts de sondage, c'est de poser une question qui est figée. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc, on peut mettre n'importe quoi derrière. Et je me souviens d'autres sondages sur est-ce qu'on met sa religion, est-ce qu'on met les valeurs de sa religion au-dessus de la République ou je sais pas quoi. Bah, moi, en tant que chrétien, oui. C'est bien pour ça que je n'ai pas pris ce chiffre-là. J'ai pas pris la question de la charia par rapport à... C'est encore très vague, en fait, la question des valeurs de la société française. Donc, il faut voir sujet par sujet. Je dis pas qu'il y a zéro problème, mais il faut voir sujet par sujet qu'est-ce qui pose problème. En fait, moi, sur le fond, ce qui m'énerve, au-delà de l'expression français de papier, français de souche, etc., c'est qui est en droit de décider qui est français de papier, qui est français de cœur, comme disait Valérie Pécresse, etc. Donc voilà, qui détermine ça et sur quels critères. Et en fait, pour moi, il y a effectivement peut-être... Alors, c'est une très bonne question, Timothée, on va la poser. Je vous interromps 2 secondes, mais qui détermine quoi? Je ne suis pas sûre que derrière cette expression, il y ait besoin de déterminer. Bon, alors, on va laisser Timothée aller au bout individuellement les responsabilités. J'aimerais aller jusqu'au bout, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, l'expression, en fait, elle est, même quand elle se déguise derrière dans une conception civique de la nation, comme tu dis, pour moi, il y a une question ethnique sous-jacente qui est qu'on ne pose jamais la question à des personnes qui sont nées françaises. Donc moi, voilà, je suis né français, j'ai eu la nationalité automatiquement. Personne ne m'a jamais demandé d'affirmer que j'étais fier ou heureux d'être français, etc. On pose toujours la question aux mêmes personnes. Excuse-moi, c'est quand même... Là, c'est pas ethnique, c'est religieux. C'est quand même assez clair. Non, mais je te parle pas de la question de ce que vous semblez dire. Je dis pas ça pour répondre à ton développement. Je dis que derrière cette expression, c'est toujours une manière de stigmatiser les personnes qui sont en France depuis peu de temps ou depuis 2-3 générations. Et finalement, voilà, je sais pas en fait en quoi moi j'ai plus de légitimité à me dire français de papier que des amis qui sont en France depuis 20 ans, qui bossent comme des malades, qui parlent très bien français, qui s'intègrent dans... En fait, je sais pas où est-ce qu'on met la limite, tu vois. Parce que là, tu me parles de Nanterre, d'accord, mais la question c'est
c'est pourquoi il y a des quartiers où certaines populations sont concentrées. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est quand même le fond de la question. C'est la question de la mixité et comment on fait que les différents pans de la société française puissent se rencontrer davantage pour créer effectivement un sentiment commun. Mais pour moi, le sentiment commun, il repose pas forcément... Alors, sur une langue, ça, je suis quand même d'accord avec toi, c'est quand même une espèce de socle commun indispensable pour pouvoir vivre en société. Sur le vêtement, je sais pas, ça dépend de quoi on parle, faudrait rentrer dans le fond des sujets, mais voilà, là, je pense que la question, c'est surtout de quel héritage on veut se réclamer, et voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux personnes qui arrivent en France. En fait, si on vous écoute, Timothée, là, on sera pas vous dites forcément la d'accord. question des Français de papier, elle se pose autant à Nanterre qu'à Neuilly-sur-Seine, mais on la pose jamais à Neuilly parce qu'on estime que c'est implicite pour des raisons ethno-culturelles. Par exemple. Voilà. Et donc la question que pose Timothée, c'est quand même savoir qui effectivement détermine quoi, qui a le droit de dire vous êtes français, vous ne l'êtes pas, et en vertu de quels critères? Je pense qu'il faut prendre le sujet dans l'autre sens. La question n'est pas de savoir, de désigner qui est français de papier et qui ne l'est pas. C'est que c'est un phénomène social. Et c'est un phénomène social donc, qui interroge la société et ce pays qu'est la France sur sa capacité à avoir intégré ou pas une grande partie de ces populations. Moi, j'ai quand même plutôt le sentiment qu'il y a même une désintégration, parce que je le vois dans mes amis, c'est-à-dire que, à Nanterre, c'est que les premières générations ont voulu s'intégrer, et là, il y a le sentiment que les troisième, quatrième générations sont en voie de désintégration par rapport au pays dans lequel ils vivent. Donc, et ça pose aussi la question, moi je pense d'abord, de la responsabilité de ce pays. C'est pas pour désigner ceux qui ne le sont pas. Mais si aujourd'hui, il y a tant de gens, je trouve que c'est des chiffres inquiétants en fait pour une cohésion sociale, qui ne se retrouvent pas dans ce qu'on appelle les valeurs de la société française, quelles sont nos valeurs? Ça pose la question d'abord de les déterminer, mais j'ai pas dit que moi j'avais la réponse, tu vois, de les déterminer, et deuxièmement, de les donner à partager. Bien sûr. Et le problème, c'est que je pense que si on s'offusque de l'expression français de papier, on ne peut pas aller dans le fond des choses. Et donc, dans 10 ans, la situation aura empiré, évidemment. Et là, plus on avance, moins il sera facile de redonner le goût d'un vivre en commun. Pour répondre juste à votre question, Timothée, quand on dit pays d'accueil, ça suppose qu'il y ait bien une population indigène qui accueille des gens qui arrivent. Sinon, on ne dirait pas pays d'accueil. Donc, ça répond un petit peu à votre question pour savoir qui peut statuer sur quoi. Partiellement, mais je posais la question en fait juste pour qu'on réfléchisse aussi pourquoi finalement les personnes qui ont cet héritage culturel sans l'avoir choisi auraient forcément une attache plus forte ou une espèce de légitimité automatique à être français par rapport à des gens qui ont trimé. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Mais sur le fond, je pense que je suis partiellement d'accord avec toi sur la question de la désintégration. Et pour moi, la désintégration, elle est avant tout sociale. Et effectivement, quand une communauté accueille des personnes qui viennent d'ailleurs, pour moi, il y a plusieurs choses pour tenir ensemble. Il y a la question de la langue, mais la question de la langue, c'est aussi, si tu veux, c'est aussi à l'État de l'apprendre. Et en Suède, l'État donne des cours de français gratuits. Ah mais on est d'accord, on a supprimé les classes de primo-arrivants. Ça, c'est une vraie question, la question de la langue. Et la question du travail, elle est centrale, elle est fondamentale. C'est le premier moyen d'intégration dans la société, c'est de pouvoir y trouver sa place. D'où une immigration choisie. D'où une immigration choisie. Pourquoi ? Si pour que les gens... Là, je te coince d'une certaine manière. Si tu veux que les gens travaillent, ça veut dire que tu n'acceptes que des gens qui pourront occuper les postes que tu as de disponibles. Avoir une place dans la société, mais Clotilde, tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des gens qui sont en incapacité physique, etc. Enfin voilà, donc c'est un peu pas en cause l'asile. C'est un peu plus compliqué que ça. L'asile politique. C'est un peu plus compliqué que ça, mais si tu veux, là où peut-être on peut être d'accord sur le constat, c'est qu'il y a une grande hypocrisie sur la question du travail des personnes immigrées, puisque en fait, c'est un petit peu une la palissade, mais certains secteurs reposent en grande partie sur des travailleurs sans papier. Et en fait, finalement, on donne une espèce de travail, et en fait, on les laisse dans une espèce de situation de fragilité sans pouvoir devenir français. Enfin, moi, j'en connais plein, en fait, des gens comme ça qui, depuis 15-20 ans, attendent d'avoir des papiers et font tout comme il faut. Ils parlent super bien français, ils taffent comme des malades, et au final, on leur donne rien. Donc, il y a un problème. Donc, pour moi, il y a la responsabilité de l'État à pointer sur la question de la langue et la responsabilité du patronat qui exploite une main-d'œuvre fragile et à bas coût. Voilà, et la question, après, on va diverger sur les solutions.
Toi, tu diras... Constat, on est complètement d'accord. Tu diras l'immigration choisie. Moi, je dirais peut-être régulariser les travailleurs sans papier pour couper l'herbe sous le pied du patronat. C'est des solutions assez divergentes, mais au moins, on converge sur le constat. En un mot, Clotilde, avant qu'on passe moi, au si pape. j'avais un élément de réponse, c'est que je pense que c'est aussi la question de la disparition de la classe moyenne dans le discours politique et social. C'est-à-dire que pour une population d'origine étrangère qui arrive, il faut pouvoir s'identifier à quelque chose. Et je pense que la classe moyenne est un véritable... Enfin, ça pose la question. C'est à qui j'ai envie de ressembler quand j'arrive dans ce pays. Et qu'est-ce que je peux avoir comme modèle? Et ça, c'est la classe moyenne. Nous sommes toujours avec Clotilde Brossolet, éditrice et essayiste, et Timothée Droglot, journaliste pour le débat du jour. Les minutes qui nous restent, on va les consacrer au 46e voyage à l'étranger du pape François, centré sur le 600e anniversaire de l'Université catholique de Louvain. Ça commence jeudi, on a un petit peu d'avance. Le pape François revient tout juste du plus long voyage de son pontificat en Asie-Pacifique. Il met le cap sur l'Europe. C'est assez rare pour être souligné, et donc c'est aussi pour ça qu'on en parle. Une visite de 4 jours, d'abord au Luxembourg et en Belgique. On en parlera donc en fin de semaine, évidemment, sur nos antennes respectives. La question, c'est de savoir ce que l'on attend de ce voyage du pape en Belgique. Et la Belgique est-elle un territoire central au cœur de l'Europe? C'est même en Belgique que se trouve le siège de l'Union européenne. Ou bien est-ce que c'est un territoire périphérique du fait de la déchristianisation avancée présumée, parce qu'il faudrait encore pouvoir en attester. Le catholicisme belge, à quoi ressemble-t-il? On posera la question dans la semaine. Bref, comment voyez-vous ce voyage du pape François en Belgique? Clotilde Brossolet, Timothée Droglot. Timothée. Alors, y a plein de choses. Il y a la question de la sécularisation. Alors, en fait, la Belgique est quand même assez proche de la France en termes de pratique, enfin plutôt de décrochage de la pratique religieuse. Donc, j'ai regardé les chiffres. On est à 9% de fréquentation de la messe sur un rythme mensuel contre 4 ou 5 en France, mais j'ai l'impression quand même, de ce que me disent mes amis belges, que le catholicisme belge est plus culturel qu'en France. Et en France, on a une espèce de catholicisme observant, avec le retour de pratiques un peu de piété populaire, etc. Donc ça, c'est peut-être une différence avec la Belgique. C'est aussi une église qui est beaucoup moins fracturée, où il y a beaucoup moins cette culture du clash qu'on peut avoir en France sur les sujets liturgiques, sociétaux, etc. Même entre wallons et flamands. Alors, ça, c'est peut-être d'autres fractures qui existent, mais en tout cas, c'est pas sur les sujets sur lesquels et mes amis belges me disent que depuis, ils regardent ça depuis la Belgique, tout ce qui se passe en France avec un certain amusement. En même temps, ça a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aussi s'affronter sur le fond des sujets quand on a des désaccords. Maintenant, sur la question de périphérie ou non, je dirais que à la fois la Belgique, c'est un pays qui a peu de poids sur la scène internationale en tant que tel, et qui historiquement a eu toute quand même une histoire de colonisation comme d'autres États européens, mais qui a pas tout à fait le même poids historique que la France, l'Allemagne, etc. Et en même temps, comme vous le disiez à l'instant, c'est le siège des institutions européennes, donc il y a un côté symbolique assez fort. Maintenant, je pense que la question, c'est moins le symbole qu'essaye de donner le pape avec ce voyage que la raison pour laquelle il y va, et c'est d'abord pour célébrer le 600e anniversaire des universités catholiques de Louvain, donc l'université française et l'université flamande, donc qui est une institution qui a vraiment fait rayonner la théologie pendant des siècles. Plusieurs grands noms de la théologie de la libération sont passés par là. Et c'est aujourd'hui des universités encore assez dynamiques, où des gens continuent à se former à la théologie et à d'autres choses. Et une université également assez engagée. Donc le pape François va aussi rencontrer des étudiants réfugiés qui sont intégrés par un programme d'accueil. Donc ça boucle avec le sujet dont on parlait avant sur la question de l'intégration. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter ce voyage-là, et j'ai un peu peur que certains Français catholiques commencent à se dire « Ah oui, mais il ne va pas venir à Notre-Dame ». Et quand il est venu à Marseille, il a dit qu'il ne venait pas vraiment en France. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de sujet de jalousie à avoir, quoi. Oui, moi je trouve que le pape, c'est 41 voyages, et il est venu 2 fois en Europe occidentale. 46. Mais
à chaque fois avec un prétexte qui n'était pas la visite du pays. C'est la première fois qu'il visite un pays d'Europe occidentale pour lui-même. Il ne va pas visiter les institutions européennes. Donc moi, je suis en attente de ce qu'il a à dire vraiment à ces pays d'Europe occidentale, mangés par la sécularisation et la modernité dans ce qu'elle a de plus inhumain. Et j'attends quelque chose peut-être d'un peu plus fort que ce qui se présente. C'est-à-dire que j'ai entendu dire qu'il allait parler de transition écologique et de migration. Franchement, les migrations, il y a le sujet abordé quand il est venu à Marseille. Sexuel. Comment ? Et de scandale sexuel. Alors ça, on ne peut pas en faire l'impasse. Je crois qu'il faut continuer à essayer de regarder ça en face. Mais quand il est venu à Marseille pour les rencontres méditerranéennes, évidemment que c'était le lieu de parler de migration. Là, il est devant un pays... C'était il y a un an, exactement. C'était il y a un an. Je pense que là, il vient pour un anniversaire de fondation d'une université, de théologie. Moi, j'aimerais qu'il parle à la Belgique, mais du coup aussi à nous, sur le rôle des chrétiens et des catholiques dans la construction intellectuelle, sur le rapport entre raison et foi, sur la question de l'enracinement théologique. Enfin, je crois que là, moi, j'attends quelque chose. J'espère qu'il ne passera pas à côté. Un peu comme Benoît XVI au Bernardin. Oui, un peu comme Benoît XVI au Bernardin. Voilà, j'attends quelque chose. Et puis, quand même, Louvain et Leuven sont deux universités parmi les plus anciennes. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que ça signifie quand on étudie là, quand on est enseignant là, et même nous, pour catholiques, que d'appartenir à cette histoire intellectuelle. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Puis une deuxième chose, c'est quand même un pays qui souffre d'une forte sécularisation, comme tu disais. En fait, c'est un attachement plus culturel. Un Belge sur deux se sent catholique, mais finalement, ils sont moins nombreux que nous. Alors, il y a une chute terrible. Moins de 40% de la pratique de la messe depuis 2017. Ça s'effondre. Et s'il ne nous parle que d'actions de charité et non plus de la vérité qui nous anime, je vais être déçue. En fait, j'attends qu'il rappelle aussi à ces catholiques belges ce dont ils ont besoin pour continuer à se nourrir et à avoir cette flamme qui, nécessairement, passe par la mission par la suite. Voilà, mais il y a deux temps, quoi, la mission et les actions de charité. Mais je crois que je ne voudrais pas que son discours se réduise à une église hôpital de campagne, ce que pourtant je prône complètement. Mais je crois que là, il y a une situation, et moi, peut-être du mon point de vue français, je suis très attachée à ça, je ne sais pas. En tout cas, vous allez regarder les choses de près. Timothée. Ouais. En fait, à la fois, je suis d'accord sur la question d'avoir une espèce de discours face à l'angoisse du déclin, à la peur d'être une minorité. Peut-être ce que Benoît XVI avait plutôt bien fait avec la question des minorités créatives. Donc ça, je te rejoins là-dessus. Mais après, je pense qu'il ne faut pas... en même temps, moi, je ne les ai pas connus, je n'étais pas encore catholique, mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans la nostalgie des deux pontificats précédents et que le style de François, c'est le sien. Et là, ce voyage, il est totalement dans ce style-là. Il va parler comme tu disais, mais justement, de paix, sur ces questions, de migration, d'écologie. Donc on a besoin de ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer son discours dans le sens où à chaque fois qu'il parle de ces sujets-là, il ramène à la question de l'évangile, il ramène à la question de la foi. Il ne parle jamais d'un sujet, quasiment jamais d'un sujet de société, sans ramener à l'évangile, sans ramener à la tradition. C'est quelqu'un qui est profondément enraciné dans cette foi et dans cette passion pour la mission. Il a aussi eu des très beaux textes sur la mission et sur l'annonce de l'évangile. D'ailleurs, c'était sa première exhortation apostolique. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il a ce discours-là. Et peut-être qu'il faut se dire que les médias ont tendance aussi à montrer plus les différences que la continuité avec ses prédécesseurs. Mais j'aimerais bien qu'ils fassent la démarche inverse, c'est-à-dire qu'ils partent de la foi et qu'ils nous emmènent vers la mission et les actions de charité. En Belgique, je pense que pédagogiquement, ce serait plus pertinent. Allez, merci pour cette fois, avec un S aussi. Effectivement, on continuera d'en parler demain et après-demain de cette visite du pape François en Belgique. Merci Clotilde Brossolet et Timothée Droglot ce matin pour le débat du jour. Merci Louis Dauphren, un grand merci aussi à Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale.